Le député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je tiens d'abord à reconnaître que nous sommes sur le territoire des peuples algonquins et les remercier pour leur patience et leur générosité. Aujourd'hui, nous examinons pour la première fois un portrait économique et budgétaire. C'est une première. Avant, on avait des budgets et des aperçus économiques. Mais je ne vais pas contriquer le fait qu'on ait ce portrait maintenant parce que c'est difficile d'imaginer ce que le ministre des Finances aurait faire de plus. C'est toujours bon d'être plus ouvert, plus transparent, d'offrir plus d'informations. Mais le ministre des Finances s'est mis à la disposition de tous les partis pendant cette période incertaine. Rien n'a été parfait. Tout aurait été mieux si ça avait été fait plus rapidement. Mais on n'a jamais vécu de situation semblable, aucun autre gouvernement, aucune autre génération. On pourrait parler de la lèpre, la période de la lèpre. On n'avait pas de Zoom, mais on ne pouvait pas prévoir l'avenir ou préparer l'avenir. Donc, dans l'ensemble, nous avons fait aussi bien et souvent mieux que n'importe quel autre gouvernement au pays du monde. Et ça, c'est important. Mais la situation, les prévisions financières sont très sombres. La dette est plus d'1 billion de dollars. Le déficit cette année de 343 milliards de dollars. Ce ne sera pas facile de sortir de cette crise, mais il est très clair que notre santé financière est intimement liée à notre santé personnelle, physique. Le chemin vers la reprise demeure incertain et fondamentalement lié aux résultats en matière de santé publique, qui eux aussi sont incertains. C'est clair, maintenant, nous vivons une pandémie. These are not normal times. Ce n'est pas une période normale, ces dépenses ne sont pas normales. Il n'y a rien de normal maintenant. Mais ce n'est pas désastreux. Il y a une issue qui dépend entièrement de notre sortie de notre cauchemar sanitaire. L'économie passe au second plan par rapport à la nature. C'est la nature que maintenant c'est the boss, right? We are living in a time. Nous vivons en une époque qui rappelle à l'humanité, si c'est nécessaire, que nous ne sommes pas en contrôle. Nous pouvons avoir les meilleurs plans économiques et financiers. On peut avoir, comme on avait avant cette pandémie, de meilleurs rapports de la dette au PIB parmi les pays du G7. On avait le plein emploi. On a maintenant un taux de chômage très important. Rien de tout cela n'était prévisible. Et un virus microscopique a attaqué l'humanité. Il ne s'en prend pas aux animaux, il s'attaque aux humains et par nos déplacements dans nos collectivités, nous l'avons répandu. Nous savions qu'il fallait aplatir la courbe et les dépenses décrites dans ce document sont des dépenses qui ont été appuyées et c'est tout à notre honneur en tant que parlementaire. Ces dépenses ont été approuvées à l'unanimité. Nous avons adopté des mesures, la PCU, la prestation d'urgence, des millions de Canadiens l'ont reçu. On a offert de l'aide aux Canadiens avec le compte d'urgence des entreprises, avec les subventions salariales. Ces mesures ont permis à notre économie d'être en meilleure situation qu'elle ne le serait autrement. Le PIB aurait baissé de 3 points de plus si on n'avait pas fait cela. Donc, notre économie se porte mieux, notre santé se porte mieux parce que les deux sont liés. Is also not in charge.
Notre économie n'est pas non plus responsable de l'urgence climatique. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas réécrire le code génétique du virus de la COVID-19, pas plus que nous ne pouvons réécrire la chimie atmosphérique. Nous ne pouvons pas refondre les règles de la physique qui font en sorte que les changements climatiques représentent une menace à plus long terme pour notre survie que la COVID-19. Nous pouvons toutefois revoir et remanier certaines règles économiques. Nous les avons inventées, l'humanité les a inventées. Nous pouvons donc les remanier. Par exemple, le moment est peut-être venu, alors que nous parlons de menaces sans précédent, de marasme économique sans précédent. Le directeur parlementaire du budget a entre autres fait allusion à la comparution suivante. Notre situation n'est pas comparable à celle de 2008 ou 2009, mais plutôt à celle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque-là, nos dépenses étaient semblables à celles d'aujourd'hui et notre économie est semblable à celle de ce moment-là également. Je l'ai mentionné il y a quelques mois en Chambre, mais je le répète. Je crois que le Canada devrait occuper un rôle de chef de file à l'échelle mondiale, du moins être un catalyseur. Et se demander s'il serait temps d'avoir une autre conférence comme celle de Bretton Woods. Ne devons-nous pas penser au rôle de la Banque mondiale et d'autres institutions qui ont été créées à cette époque-là afin de permettre à l'économie de se remettre à flot après la guerre? Des taux de change avaient été établis depuis la Bretton Woods conférence et l'institution de Bretton Woods. La FMI est responsable d'établir ces taux. Une menace plane sur le monde entier, une menace post-pandémique, une menace de famine pour des centaines de milliers de personnes au monde. Les Canadiens savent que lorsque les Canadiens souffrent, on ne peut pas leur demander de penser aux pauvres, aux plus pauvres qu'eux, mais nous devons le faire. Nous allons ressortir de cette crise économique et de la crise de la COVID-19 en meilleure posture que tout autre pays au monde. Si des centaines de millions de gens du monde meurent de famine, il y aura certainement des répercussions ici pour nous et nous avons un rôle à jouer en ce sens. Je crois que nous devons radier la dette de tous ces pays du monde qui sont en difficulté, afin qu'ils puissent aussi se remettre à pied et éviter la mort de centaines de milliers de personnes, morts que prédisent certaines agences humanitaires. Et au Canada, nous savons que nous comprenons le besoin de garde d'enfants. Le document que nous avons sous les yeux l'explique très clairement. Finance Canada n'a jamais mis les choses plus au clair. Les gens qui se penchent sur notre relance et notre reprise économique comprennent que les parents ne peuvent pas réintégrer la main-d'œuvre si les écoles demeurent fermées, si les écoles ne sont pas sécuritaires, si les garderies ne sont pas sécuritaires, s'il n'y a pas de place en garderie encore. Les parents, il y a un nombre de femmes députées ici en Chambre et d'hommes qui comprennent également la situation. Merci à mon honorable collègue de me le rappeler. Il porte un masque. Les femmes, les mères, sont les plus susceptibles de rester à la maison. Cela représente une menace démographique, une menace économique que l'on n'a pas vue depuis les années 1960. Lorsque les choses vont mal, qu'il n'y a pas de garde d'enfants, on dit que les femmes vont rester à la maison. Mais cela représente un coup dur pour l'économie, un coup dur que l'on ne pourra pas absorber. Nous avons besoin de garde d'enfants pour tous les enfants canadiens. Et pour ce faire, nous allons devoir être créatifs. Dans ce document, on souligne une entente sécuritaire de relance. 14 milliards de dollars qui n'ont pas encore été dépensés par le gouvernement fédéral pour appuyer les provinces. Mais 14 milliards de dollars ne suffiront pas pour respecter les 7 items énumérés dans ce plan. Congé maladie, capacité de soins de santé, les soins de longue durée et les garderies. Je parlais récemment à Shauna Stewart, représentante du syndicat qui représente les travailleurs de soins de longue durée. 60 000 Canadiens.
Elle me dit que la plupart de ses employés ne sont pas retournés au travail puisqu'ils ne croient pas que les centres de soins de longue durée sont des environnements de travail sécuritaires. Tant et aussi longtemps que les soins de longue durée se retrouvent entre les mains de 4 organismes à but lucratif, nous ne pouvons pas avoir pleinement confiance que nos aînés sont bien pris en compte et encore moins que les travailleurs de première ligne qui s'occupent d'eux sont eux aussi en sécurité. On ne sait même pas ce que l'on donne à manger à ces aînés alors que l'on sabre dans les budgets des centres de soins de longue durée. Nous devons trouver une façon d'appliquer la loi sur la santé dans ces centres de soins de longue durée. Ces 14 milliards de dollars ne suffiront pas même pour combler aux besoins des municipalités. Ils ne représentent qu'un item sur cette liste de 7 priorités énumérées. Nous devons être prêts à dépenser davantage. J'aimerais revenir à un point qu'a soulevé l'un de mes collègues de Burnaby plus tôt aujourd'hui. Tel que mentionné ici dans le plan, l'on parle des personnes ayant des handicaps, mais aucun fonds n'a été débloqué en ce sens. Le document que nous avons sous les yeux a été écrit comme si les événements du 10 juin dans cette Chambre n'avaient pas eu les mêmes résultats. Le 10 juin, le gouvernement avait choisi de diviser un projet de loi qui n'était pas acceptable pour tous, puisqu'il comprenait des peines aux criminels concernant la PCU. C'est les paiements ponctuels, libres d'impôts pour les Canadiens, pour personnes ayant un handicap, afin qu'ils soient acceptables. Nous avons dû apporter des modifications législatives afin que ces paiements ponctuels puissent être affectés aux Canadiens dans le besoin. Mais cela ne vise pas nécessairement toutes les personnes ayant des handicaps au Canada qui ont besoin d'aide. C'était néanmoins une prochaine étape et j'ai voulu prendre cette prochaine étape. Lorsque l'on a demandé le consentement unanime, on ne l'a pas obtenu. Honte à ceux qui ont voté contre cette disposition. Le leader du gouvernement en Chambre a demandé le consentement unanime et on aurait dû l'obtenir. Nous devons néanmoins appuyer les personnes ayant des handicaps. Il y a un nombre de besoins qui demeurent non comblés, et ce, dans le cadre de cette crise immédiate. Outre le caractère immédiat de la crise, alors que l'on songe à notre reprise économique, nous devons rêver grand, avoir une vision de grandeur. Dans le Globe and Mail, il y a quelques semaines, un article a été publié. Brian Mulroney demandait des revenus garantis de base. Et je vois mes collègues d'en face opiner du bonnet. Nous voulons que la PCU soit transférée au fil du temps et qu'elle devienne un revenu de base garanti. Dans l'autre chambre, le leader du groupe indépendant au Sénat a demandé au directeur du budget de se pencher là-dessus. Il serait moins coûteux d'utiliser la PCU pour le faire sans tenir compte des coûts qui seraient engendrés par d'autres systèmes de notre économie. Nous devons passer aux prochaines étapes et l'honorable membre de West Burnaby a parlé de ce qui s'est passé ici en cette Chambre à la fin des années 60-70 lorsque Tommy Douglas et David Lewis, dans le gouvernement de l'honorable Lester B. Pearson, ont mis en place les assises de notre système de sécurité sociale. Depuis, nous n'avons pas avancé. Nous devons intégrer les revenus de base garantis et l'assurance médicaments. Nous devons penser à tout cela lorsque nous pensons à l'après-crise. Nous pouvons aller de l'avant plutôt que de rebrousser chemin. Nous devons garder tout cela à l'esprit dans les conversations qui ont lieu. Brian Mulroney, un conservateur progressiste, un ancien premier ministre, a lui-même participé à cette conversation. Il nous dit devoir être audacieux. Il nous dit que nous ne pouvons pas travailler
au compte-gouttes. Nous ne pouvons pas avancer petit à petit. Nous devons reconstruire notre économie, relancer notre économie, sans laisser qui que ce soit pour compte, même les plus vulnérables et les plus pauvres, où qu'ils se trouvent sur la planète Terre. Mais notre programme climatique, l'urgence climatique, ne peut pas être mise sur la glace. Nos objectifs de lutte contre les changements climatiques ne peuvent pas être remis ad vitam aeternam, ne peuvent pas être remis à l'année 2021. Ce serait trop risqué pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous allons devoir continuer à investir dans les énergies renouvelables pour la mise à niveau et la modernisation de tous nos édifices. Nous allons devoir veiller à ce que les Canadiens puissent retourner au travail. Mais nous devons toujours garder le climat à l'esprit. En étudiant cet aperçu économique, j'ai espoir. On nous parle ici de 343 milliards de dollars de déficit. Très peu de gens trouveraient cela encourageant. Mais on prend la crise au sérieux. Nous sommes une nation forte et en raison de nos indicateurs économiques qui ont été identifiés, nous pouvons traverser la crise. Nous étions en bonne posture économique avant le début de la crise et nous avions eu de la chance. D'autres pays battent de l'aile et ont du mal à s'en sortir. Nous devons aider ces pays, les petites entreprises. Nous devons veiller à ce que les municipalités reçoivent l'aide dont elles ont besoin. Et pour ce faire, le gouvernement fédéral doit continuer à dépenser. On voit beaucoup de rouge dans cet aperçu économique, mais on ne peut pas s'abattre sur notre sort et on doit faire preuve de positivité. Nous n'avons qu'à étudier les théories monétaires modernes. Nous pouvons cesser de dépendre de banques commerciales si nous dépendons de dettes souveraines. Nous n'avons pas à être à la merci de banques commerciales, de détenteurs d'obligations. Comment faire pour faire face à l'avenir de façon positive? Sans nécessairement porter des œillères, sans être pessimiste, nous devons être créatifs et positifs. Lorsqu'il a été question de la réouverture des écoles, nous savons que les écoles ont réouvert leurs portes parce qu'elles peuvent respecter la distanciation sociale. Les salles de classe sont petites et n'assurent pas nécessairement une distance entre les élèves. Mais nous devons faire preuve de créativité. Les centres de congrès seront peut-être vides. Nous pourrions nous servir de ces établissements. Si nous voulons que les élèves retournent à l'école, si nous voulons que les enseignants puissent leur donner cours, comment pouvons-nous faire? On a déjà bien entamé le mois de juillet et je ne vois pas de plan en place. Oui, nous avons besoin de garde d'enfants. Les écoles doivent réouvrir. Pour ce faire, nous devons collaborer à l'échelle fédérale, provinciale, municipale, avec les gouvernements autochtones des Premières Nations, Inuits et Métis. Nous devons travailler avec tous les Canadiens novateurs et créatifs. Tous doivent avoir voix au chapitre. Nous devons éviter de nous critiquer les uns les autres et plutôt nous devons nous serrer les coudes puisque nous sommes choyés en tant que Canadiens. Nous savons, nous ne sommes pas sortis du bois, mais nous devons être éclairés par la science qui porte sur la COVID-19, sur l'urgence climatique. Et nous devons nous tourner vers les esprits plus novateurs et les plus créatifs de notre économie. Sur ce, j'aimerais vous remercier de m'avoir fait part de vos
commentaires sur cet aperçu économique. J'espère vous avoir donné mon aperçu de la situation en couleur. L'honorable député de Long Range Mountains. C'est toujours un plaisir d'entendre les commentaires de ma collègue de Saanich Gulf Islands. On se retrouve à deux côtes opposées de ce pays. Je suis à Ottawa depuis les derniers jours avec un autre de mes collègues qui siège au comité FEWO. Nous avons bien entendu les répercussions de la COVID-19 sur les femmes de couleur, les femmes autochtones, les femmes de l'ancienne et de la nouvelle main-d'œuvre d'un océan à l'autre. Et le ministre des Finances en a parlé aujourd'hui, des répercussions de la pandémie sur les femmes partout au pays. Voici ma question pour mon honorable collègue. À l'avenir, alors que nous tournons vers la relance, quel conseil aurait-elle à donner à la ministre de l'Égalité des femmes et de la condition féminine? Comment faire pour uniformiser les règles du jeu et rétablir l'économie? La députée de Saanich Gulf Island. J'aimerais remercier ma collègue de Long Range Mountains. Ce document est exceptionnel puisqu'il nous présente de nombreux détails d'analyse genrée. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, l'appendice A fait une ventilation de tous les secteurs et de tous les programmes et de ses répercussions sur les femmes. Les répercussions toujours de la COVID-19. La garde d'enfants est au cœur de tout cela. Les femmes sont à risque de rester à la maison puisque personne ne peut s'occuper de leurs enfants. Nous avons besoin de garde d'enfants. Questions et commentaires. L'honorable député de Battle River Crowfoot. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai bien apprécié certaines des attitudes que mentionnait la députée dans son discours, à savoir le besoin de positivité et de créativité. En matière de créativité, j'aimerais qu'il y ait davantage de créativité au sujet des séances parlementaires qui auraient pu avoir lieu au cours des derniers mois afin que nous puissions avoir davantage de débats au sujet de la situation actuelle, de la crise sans précédent à laquelle nous sommes confrontés. Pour ce qui est de la présence des députés, je sais que nombre de députés ne se retrouvent pas sur la liste des comptes rendus puisqu'ils ont dû écouter les débats sur CPAC en raison de problèmes techniques. Alors, j'aurais aimé qu'on fasse preuve de davantage de créativité pour régler ce problème-là. Pour ce qui est d'une positivité et d'un esprit entrepreneurial, ils sont essentiels pour une relance économique. Dans ma circonscription, il y a de la science et des technologies de pointe qui nous permettent d'aller de l'avant. Mais l'aperçu économique d'aujourd'hui ne présentait pas un plan, il faisait plutôt un retour en arrière. La députée serait-elle d'accord avec moi pour dire que les plus de 700 employés du ministère des Finances auraient pu concevoir un budget que j'aurais été ravie d'étudier cet été afin que les Canadiens et nous, en tant que parlementaires, puissions voir le plan qui nous attend en tant que pays, plutôt que d'un autoportrait économique qui nous parle de déficit de milliards de dollars. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, je remercie mon collègue de Battlefoot Crawford qui me donne l'occasion de dire ceci. Je ne peux imaginer me retrouver ici physiquement en chambre sans représenter une menace physique pour nous et pour les gens de notre circonscription. Et je ne comprends pas pourquoi les conservateurs s'entêtent à dire « on pourrait tous se retrouver ici ». Nous n'avons besoin que d'une chose, et j'implore le député d'en parler à son caucus. Nous devons pouvoir voter à distance. C'est déjà le cas en Colombie-Britannique. Il y a certaines régions éloignées en Colombie-Britannique et le vote à distance a déjà lieu. D'autres pays le font déjà. Si nous adoptions cette pratique, nous pourrions présenter des projets de loi émanant des députés. Nous pourrions débattre de projets qui ont été mis sur la glace, comme l'aide médicale à mourir. Nous pourrions présenter des projets de loi de reddition de comptes environnementales. Nous nous trouvons ici, en Chambre, dans l'impossibilité d'adopter des dispositions qui permettraient au gouvernement du Canada de savoir qui reçoit des subventions pour personnes ayant des handicaps. Nous devons pouvoir voter en temps de pandémie à distance. Nous devons pouvoir continuer
à travailler. For Edmonton Strathcona. Thank you, Mr. Speaker. Le député d'Edmonton Strathcona. Merci, Monsieur le Président. Je voulais poser quelques questions à la députée de Saanich Gulf Islands. J'ai été émue d'entendre les observations du député de Burnaby Sud, de la députée de Saanich Gulf Islands et d'autres députés pour voir ce qu'on peut faire pour rebâtir les choses ensemble. À l'heure actuelle, nous sommes dans une pandémie mondiale et l'intervention, la réaction devra être mondiale. Nous ne pouvons pas éliminer cette pandémie si nous agissons chacun chez nous seulement. J'aimerais bien qu'on voit un réengagement envers les objectifs de développement durable des Nations unies. Est-ce qu'on devrait reconfirmer notre engagement envers ces objectifs selon la députée? Et est-ce qu'on pourrait consacrer 1 % des dépenses dédiées à la COVID aux autres personnes partout dans le monde qui souffrent à l'heure actuelle? La députée de Saanich Gulf Islands. Je remercie la députée pour son leadership quant aux enjeux qui visent à mettre fin à la pauvreté à l'échelle mondiale. Je porte cette épinglette, tout comme le chef de la santé publique du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente les objectifs de développement durable. Nous devrions confirmer notre engagement. Notre objectif devrait être de 0,7 % de notre GNI et 1 % des dépenses de la COVID devraient être consacrées à l'atteinte des objectifs de développement durable. Question, commentaire? Le député de Fleetwood, Port Kells. Merci, Monsieur le Président. Statistique intéressante issue de la Chambre de commerce de Surrey. Depuis le début de la pandémie, en Colombie-Britannique, 350 000 emplois ont été perdus, mais environ 72 % de ces emplois représentent des emplois précaires. Et je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux à l'avenir. Et j'aimerais que la députée de Saanich Gulf Islands se prononce là-dessus. Je pense qu'on peut faire mieux pour ces personnes qui ont des emplois précaires. Et pas seulement pour eux, mais parce qu'il s'agit de ressources que nous consacrons à du travail qui a relativement peu de valeur et peut-être qu'on peut agir pour leur donner plus de valeur, donner plus de valeur à notre pays. La députée. Ce qui était normal par le passé, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas pour les centres de soins de longue durée, pour ceux qui pâtissent de notre économie, pour ceux qui sont en pleine crise des opioïdes. Et beaucoup de jeunes font partie de l'économie à la demande, des situations précaires. Et la meilleure solution, c'est un revenu garanti. Comme ça, tous sauraient qu'ils ont assez de revenus pour se tenir au-delà du seuil de la pauvreté. Le Congrès du travail du Canada a fait une grande étude sur l'intelligence artificielle. Nous devons planifier à l'avance puisque de grands changements s'en viennent à cause de l'intelligence artificielle notamment. Je pense que nous pouvons créer un filet social pour veiller à ce que tous et toutes puissent être logés, puissent se nourrir. Et ensuite, on va plus loin dans leur cas pour voir comment ils peuvent gagner davantage de revenus, peu importe leur situation ou leur emploi. Les gens ne peuvent pas vivre dans une situation précaire à un point tel où s'ils ratent une paye, ils se retrouvent dans le pétrin. Une question brève, le député de Sherwood Park. Merci. Ma collègue a soulevé plusieurs enjeux. J'aimerais revenir sur la question des centres de soins de longue durée. C'est important. Il faut voir comment mieux appuyer les gens. Et parfois,
on se retrouve à parler d'une dichotomie entre le privé, rentabilité, profit, et privé, organisme à but non lucratif, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent, qui font du bénévolat, et tout cela peut entraîner de très bons résultats, mais on a vu aussi des problèmes. Je pense au centre Delta, qui est près de la circonscription de la députée. Certaines institutions, pour quelque motivation que ce soit, peuvent être incitées à sortir de de l'entraînement de profit pour devenir un organisme à but non lucratif, par exemple. Qu'en pense-t-elle? La députée de Saanich Gulf Island. Je suis tout à fait d'accord à propos du rôle du privé à but non lucratif. Il y a de très bons centres dans ma circonscription qui sont gérés par des organismes à but non lucratif. Je pense qu'il faut instituer des protections pour les travailleurs. Au niveau fédéral, c'est plus compliqué de le faire. Bon, je comprends peut-être pourquoi il a posé la question. Je pense qu'il faut se pencher sur des résidences privées à but non lucratif qui sont gérées par le privé et qui invitent des bénévoles à faire du travail. Les délibérations